Aujourd'hui, nous allons examiner le fil chargé sous toutes ses coutures. Ma foi, faisant fi de toute frayeur, nous allons nous figurer comment ce fil, cette forme infime mais finie, ce motif, cette figure fascinante, est en fait, je vous le confirme, une fantastique façon de fouiller les plus profonds tréfonds de la physique. Bref, c'est sans suffisance, mais plutôt avec une formidable franchise, une ferveur qui n'est pas feinte, et parfois, fréquemment même, une certaine frénésie, que je vous confie les ficelles les plus folles de l'électrostatique. Cette philosophie physique, facile et foisonnante, méritera, je l'espère, toutes vos faveurs. Commençons donc par placer notre repère. Nous allons ensuite pouvoir mettre notre fil et nous allons commencer par étudier un cas un peu particulier, parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est qu'un fil, c'est très difficile d'avoir une expression analytique du champ qu'il crée absolument partout dans tout l'espace. Donc ce que nous allons faire, c'est regarder dans des points particuliers de l'espace, quel est le champ que crée le fil. Alors on va commencer par le champ créé sur l'axe du fil. Alors c'est un fil qui est rectiligne, il est porté par une droite. Ici on a l'axe X, là on a l'axe Y, et évidemment c'est une distribution qui est symétrique. Là on a choisi de mettre l'origine du repère au milieu du fil, donc ici on est en X qui vaut moins L sur 2, et de l'autre côté on est en plus L sur 2, comme ça nous fait un fil de longueur L. C'est donc un cas qui a énormément de symétrie. Et on va regarder le champ que crée ce fil au point M. Rappelons l'expression générale du champ au point M quand on a une distribution linéique. Il s'agit d'une intégrale. On peut tout de suite mettre 1 sur 4 pi epsilon 0 et le sortir de l'intégrale. Puis c'est une intégrale de lambda, la densité linéique, dl, l'élément infinitésimal de longueur, sur la distance pm cube, où p c'est le point en réalité où on considère notre élément infinitésimal de longueur, on va le noter ici, pm donc au cube fois pm. Donc c'est en réalité pm au carré multiplié par le vecteur unitaire qui, va de P, qui est orienté de P à M. Donc c'est ici ux. C'est vrai qu'on pourrait faire ça comme ça. Il va falloir spécifier ce que vaut pm. Alors c'est pas trop difficile. Ici le point M il a pour coordonnées x, 0. Et le point P, lui, on va lui donner comme coordonnée x', 0. Alors à partir du moment où on fait ça, on est en train de repérer la position du point P sur l'axe par un paramètre qui est x' et qui est ici une longueur. Et ça tombe bien, donc notre élément infinitésimal de longueur, dl, ça va être dx'. Tout simplement. Mais quand on fait ce petit changement-là, on est en train de dire qu'on va intégrer en réalité sur dx'. Donc on va l'officialiser notamment en explicitant les bornes qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Donc de moins L sur 2 à L sur 2, lambda, qu'on va considérer ici comme uniforme. C'est pas obligé, elle pourrait théoriquement dépendre de x'. Dx', là c'est officiel. Et puis il nous faut la distance pm au cube fois pm, où ici, comme pm sur pm, c'est le vecteur unitaire qui va de P à m, ici c'est bien ux. Donc ici, on a, il faut juste qu'on mette la distance pm au carré. Et alors cette distance pm, on se place dans le cas où explicitement x est supérieur à L sur 2, strictement. Cette distance, c'est simplement x moins x'. On pourrait vouloir mettre une valeur absolue, alors déjà il y a un carré donc il n'y a pas vraiment besoin, on pourrait vouloir mettre une valeur absolue, mais c'est pas nécessaire parce que x est toujours plus grand que x'. Voilà. Alors, est-ce que c'est surprenant de trouver que le champ finalement E de M, on peut sortir le vecteur X, que le champ E il est que ce suivant l'axe UX? Non, parce que à la fois le plan, si on appelle ça, cette origine là O, à la fois le plan X, O, Y, et puis tous les plans qui contiennent le fil sont en fait des plans pi, c'est-à-dire des plans de symétrie. Comme le champ au point, comme M appartient à tous ces plans de symétrie, le champ au point M doit appartenir à tous ces plans de symétrie, donc il doit absolument être suivant UX, c'est pas surprenant. Donc il nous reste à évaluer juste cette intégrale, et il se trouve que
alors on peut le faire comme ça, mais si on devait évaluer 1 sur x moins x' et sa dérivée, par rapport, attention, à x' qui est la variable, quand on dérive par rapport à x', alors la dérivée normalement c'est de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, ce qui fait qu'on devrait écrire ça, mais il faut multiplier par la dérivée par rapport à x' de x moins x', puisque c'est une fonction composée ici. Et quand on fait ça, la dérivée par rapport à x' de x moins x', c'est moins 1. Et donc on a juste 1 sur x moins x' au carré. Et ça tombe super bien, ça veut dire qu'on connaît en réalité une primitive de lambda sur x moins x' au carré. Et donc le champ E va s'écrire au point M, tout simplement, 1 sur 4 pi epsilon 0. On va avoir le lambda qu'on peut sortir ou garder, et il va falloir prendre lambda sur x moins x', pour des valeurs de x' allant de moins L sur 2 à plus L sur 2. Voilà, il faut bien suivre pour ne pas perdre le fil. Et ça, quand on l'écrit, ça va nous donner 1 sur... Donc on a x qui reste le même parce que ça n'est pas la variable. En L sur 2, ça va faire du moins L sur 2. Et puis 1 sur x plus L sur 2. Voilà. Ça, c'est quand on prend les valeurs en x' égale moins L sur 2 et plus L sur 2. On peut les mettre au même dénominateur parce que ça va nous intéresser comme expression. Donc, il faut faire... Pour mettre au même dénominateur, le plus simple, c'est de multiplier la première fraction en haut et en bas par x plus L sur 2. Donc ça va nous donner x plus L sur 2. Et la deuxième fraction par x moins L sur 2. Et on multiplie en bas par le produit de x moins L sur 2 par x plus L sur 2. Et une identité remarquable nous dit que ça fait du coup x moins L2 sur 4. Finissons d'améliorer un peu les choses. Ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va avoir une simplification des x ici, et que on va se retrouver avec L en haut, c'est-à-dire qu'on a lambda L sur 4 pi epsilon 0, multiplié par 1 sur x2 moins L2 sur 4. Alors, cette forme-là vous parle peut-être pas énormément, mais quand x devient très grand, ça c'est quand x est très grand devant petit l, donc on s'éloigne nettement, et bien dans ce cas-là, c'est à peu près juste lambda L sur 4 pi epsilon 0, et puis comme x est très grand devant L, eh bien x2 est très grand devant L2 sur 4, forcément, et on se retrouve juste avec du x2. Et ça, en fait, en réalité, on retrouve la loi de Coulomb, puisque lambda L, c'est la charge Q portée par le fil. Et donc on a bien un champ qui est en Q sur 4 pi epsilon 0, R au carré, où en gros x joue le rôle de R, c'est la distance à peu près à l'origine, donc au centre du fil, donc au fil quand x est très grand. Bon, bien sûr, il faut rajouter partout, si j'ai mis un vecteur au départ, on va devoir rajouter absolument partout le vecteur UX, avant de passer au reste. Et le reste, ça va être de voir qu'on peut, en utilisant les formules qu'on connaît, enfin les formules intégrales, comme celles qu'on vient d'utiliser pour le champ, on peut aussi les utiliser pour le potentiel, et obtenir, dans ce cas-là, des expressions analytiques également quand on reste sur l'axe. Reprenons donc le fil de nos explications. Je vais me replacer sur l'axe et simplement, bon, je ne vais pas refaire de schéma, il n'y a peut-être pas besoin, je vais rappeler l'expression du potentiel au point M. Il s'agit tout simplement de l'intégrale de lambda dl sur 4 pi epsilon 0 PM. PM, donc c'est la distance entre le point P et le point M qu'on avait introduit donc, précédemment. Ici, donc on fait ce changement dl, on pose que c'est dx'. En faisant ça, on spécifie en réalité la variable sur laquelle on intègre et qui nous sert à repérer la position sur laquelle on est sur le fil. On sait que cette variable va de moins L sur 2 à L sur 2. Et puis,
on peut expliciter l'expression de la distance PM en fonction de x, qui est en réalité qui dénote la position du point M, et de x' qui permet de repérer la position du point P. Ça, c'est une intégrale qu'on sait calculer. Donc le lambda sur 4pi epsilon 0, on peut le sortir directement parce que c'est une constante. Et il se trouve que la primitive de 1 sur x moins x', c'est presque ln de x moins x'. Oui, puisque la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. La seule chose, c'est que là, on cherche la primitive de 1 sur x moins x'. Et quand on prend ln de x moins x' et qu'on le dérive, il y a forcément un signe moins, comme précédemment, qui va sortir. Donc pour contrebalancer ça, il faut mettre un signe moins devant le logarithme. Et maintenant, évidemment, on va prendre les valeurs en moins L sur 2 et en plus L sur 2. Voilà, donc ça c'est l'expression. On va travailler encore un petit peu pour lui donner une forme qui nous parle un petit peu plus. Et ici, donc, on va utiliser, comme il y a un moins, on prend la valeur en moins L sur 2. L, on sait qu'elle vient avec un moins devant. Donc ça nous fait ln de x plus L sur 2. C'est le moins L sur 2. Et puis, on prend la valeur en plus L sur 2. Elle vient avec un moins ln de x moins L sur 2. On utilise les propriétés du log, ce qui fait que ça peut s'écrire ln de, et c'est une fraction, x plus L sur 2 sur x moins L sur 2. Si on veut travailler encore un tout petit peu plus, on peut dire que cette fraction, c'est x moins L sur 2 plus L. Ce qui fait que on va écrire que, alors x plus moins L sur 2, c'est le dénominateur. Du coup, on peut séparer cette partie-là de la fraction, plus L sur x moins L sur 2. Et voilà. Ça, c'est notre expression finale pour le potentiel. Et ce qu'on va vérifier maintenant, c'est que quand x est très grand devant L, on retrouve quelque chose qui nous rappelle le potentiel d'une charge. Alors il faut savoir que quand on prend le log de 1 plus x, et que x est très petit, cette chose-là, le ln de 1 plus x, comme ln de 1 ça fait 0, en réalité, quand on commence à s'écarter de 1 un tout petit peu, on a une valeur de ln de 1 plus x qui est à peu près égale à x. Ça, c'est tant que x reste très petit devant 1, c'est-à-dire 1 centième typiquement. Alors, on est dans un cas similaire ici, c'est que si on prend petit x très grand devant L sur x moins L sur 2, ça devient quelque chose qui s'écrit, alors comme x est très grand devant L sur L, il est très grand devant L sur 2, donc ça c'est à peu près L sur x, et c'est forcément quelque chose de très petit. Ça c'est très petit devant 1. Et du coup, notre potentiel V de M, toujours, s'écrit L lambda sur 4pi epsilon 0, et il nous reste du L sur x. Et quand on fait ça, on se retrouve avec Q, la charge portée par le fil sur 4pi epsilon 0 x, où x c'est encore la distance en réalité du point M à l'origine. Donc on retrouve bien le potentiel d'une charge ponctuelle. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vu de loin, c'est cohérent avec ce qu'on a vu précédemment pour le champ, mais vu de loin, là, le fil est équivalent à une charge ponctuelle. Considérons maintenant cette situation où on a un point M qui est situé dans un plan. C'est le plan, en l'occurrence ici, YOZ, et qui est donc à une distance Y du milieu du fil. Évidemment, le champ a priori dans ce point M, je rappelle l'expression, c'est toujours 1 sur 4pi epsilon 0. On va toujours considérer un champ uniformément chargé, donc lambda dl sur Pm cube fois Pm. La première chose à faire, ça va être d'expliciter en fonction de la variable qu'on va choisir pour parcourir le fil, celle qui permet de repérer la position du point P. Il va falloir expliciter donc cette intégrale. Alors le point P, donc, comme je viens de le dire, on le repère par x'0, on suppose z égale 0 aussi.
Et le point M, ses coordonnées, c'est 0, Y. En réalité, même s'il y a une troisième dimension, on va tout faire comme si on était dans le plan. Ou presque. Là où il faut discuter, et où on a besoin d'une troisième dimension, c'est pour discuter un petit peu des symétries. Alors, c'est une distribution qui possède pas mal de symétries, et notamment tous les plans qui contiennent le fil, dont notamment le plan X ou Y qui est celui dans lequel je dessine, c'est un plan pi. Et donc ça, comme le point M appartient au plan pi, ça veut dire que le champ en M, il doit être contenu. Il doit être contenu dans le plan. Donc il n'a pas de composante suivant Z. On peut écrire que EM scalaire UZ, c'est nul. Produit scalaire avec le vecteur UZ est nul. Le champ est dans le plan. Maintenant, il y a un deuxième plan pi, c'est le plan qui contient M toujours, évidemment. Il faut absolument que le plan pi contienne M si on veut pouvoir dire quelque chose sur le champ en M. C'est le plan qu'on a évoqué tout à l'heure, le plan Y au Z. Donc c'est aussi un plan pi. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le champ n'a pas de composante suivant X. C'est-à-dire E scalaire UX égale 0. Le champ E n'a de composante que suivant Y. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir calculer, c'est E scalaire UY. Alors, pour ce faire, donc, on a besoin de spécifier ce que c'est PM. Alors, on a bien spécifié ce que c'était donc les coordonnées de P et de M. Du coup, le vecteur PM, en réalité, c'est le vecteur OM moins OP. Et donc, ces coordonnées, si on doit les écrire, il faut faire juste la différence des coordonnées de M et de P. C'est moins X' et Y. Bien, avec tout ça, on doit pouvoir écrire l'intégrale qu'on doit calculer. Donc ici, E scalaire UY, c'est simplement... Alors le produit scalaire, comme l'intégrale est linéaire, on a le droit de le faire rentrer dans l'intégrale. C'est-à-dire qu'on a 1 sur 4 pi epsilon 0. L'intégrale, alors ici on va spécifier le paramètre sur lequel on intègre, c'est X' qui repère la position de P. Du coup, il faut mettre les bornes. Et puis, on a lambda, on a PM au cube. Alors, PM au cube, c'est pas trop difficile. Il va falloir prendre le module de PM. Le module de PM, c'est-à-dire ses coordonnées, la somme de ses coordonnées au carré. Donc, ça fait moins X' au carré. Ça fait X' carré. Le signe moins saute. Plus Y2. Et c'est Pythagore, il faut prendre la racine. Je peux l'écrire ici. C'est X' carré plus Y2 puissance 1,5. C'est la racine. C'est Pythagore. Sauf qu'ici, il faut le mettre au cube, donc ce sera la puissance 3,5. Et il nous reste PM scalaire UY. Mais PM scalaire UY, c'est la coordonnée du vecteur PM suivant Y. Et donc, ici, c'est juste Y qui permet de repérer la distance entre O et M. Bon. Donc on sait maintenant l'intégrale qu'il nous faut calculer, celle qui est un peu compliquée. On aimerait bien avoir une primitive de la fonction que je vais écrire ici, c'est-à-dire y sur x' carré plus y2 puissance 3,5. Et on cherche une primitive en fonction de x', c'est x' la variable ici. Évidemment, cette intégrale-là va nous donner un peu de fil à retordre. Il se trouve qu'on connaît, il faudra voir pour ça mes vidéos de rappel, ou le faire à la main, vous-même, c'est un très très bon entraînement, on connaît une primitive de y2 sur x' carré plus y2 puissance 3,5. Et que cette primitive, je vais l'écrire comme ça, c'est en fait, tout simplement, x' sur racine de x' carré plus y2. Pour le vérifier, il faut que vous preniez cette fonction, x' sur racine de x' carré plus y2, et que vous la dériviez par rapport à x' pour retrouver y2 sur x' carré plus y2 puissance 3,5.
Bien, donc ça vous allez l'admettre, c'est dans une vidéo à part qu'éventuellement on pourra faire ce calcul, qui mérite vraiment d'être fait, essayez de le faire à la main. Et du coup, ça va nous permettre de trouver l'intégrale qu'on souhaite. Notre champ, sa composante suivant EY, c'est lambda sur 4pi epsilon 0. Et on avait l'intégrale, alors c'était presque l'intégrale de y2 sur blablabla, mais en réalité, on avait juste un y. Mais il faut bien garder à l'esprit que le y qu'on a ici, c'est considéré, du point de vue de l'intégration, comme juste une constante. Donc on aurait pu l'appeler a. Et donc ça va nous dire que la primitive, on connaît la primitive de l'intégrale de y2 sur blablabla. Et donc, si on multiplie par 1 sur y ici, ça veut dire qu'on fait apparaître un carré ici. Et là, c'est bon, on a ce qu'il nous faut. On sort le 1 sur y parce que c'est juste une constante. Et donc, on a lambda sur 4pi epsilon 0, y. Et maintenant, on va écrire x' sur racine de x' carré plus y2, pris entre moins L sur 2 et plus L sur 2. On va reprendre notre y ici, et essayer de lui donner une forme sympathique et compréhensible. Et donc, ici, on aura L sur 2 sur racine de x' carré plus y2, moins L sur 2, vecteur de racine de x', alors pardon, le x' carré, il faut bien le remplacer par sa valeur, donc ça fait L2 sur 4 plus y2, moins L sur 2, puis en réalité, ça va nous donner la même chose ici, puisque moins L sur 2 ou plus L sur 2, du moment qu'on le met au carré, on se retrouve avec L2 sur 4. Évidemment, les moins se simplifient, ce qui fait qu'on a quelque chose qui peut s'écrire de lambda L, c'est 2 fois L sur 2, sur 4pi epsilon 0, y, facteur de racine de y2 plus L2 sur 4. Alors, ça, dans le cas où y est très grand devant L, donc y2 très grand devant L2 sur 4, eh bien finalement, toute notre racine ici, elle se réduit à y. Et notre champ EY s'écrit donc, si on dit que lambda L, c'est finalement la charge portée par tout le fil, on a du 4pi epsilon 0 y2, et on retrouve là encore la loi de Coulomb, c'est-à-dire que quelle que soit la direction dans laquelle on s'éloigne, vu de loin, de toute façon, le fil sera vu comme une charge ponctuelle. Il y a un cas qu'il faut considérer aussi, c'est le cas où, au contraire, c'est L qui est très grand devant Y, c'est-à-dire qu'on s'approche énormément du fil au point qu'il apparaît presque infini. Du coup, on n'est plus dans le cadre où cette racine-là vaut Y, mais ça vaut à peu près L sur 2. C'est le Y qui est négligeable. Et alors si on fait ça, on obtient que EY, il est de l'ordre de... Il n'y a plus du coup de notion de Q, parce que les L se simplifient, et on se retrouve avec du lambda sur 2pi epsilon 0 Y. Et donc ça veut dire que quand on est très très près d'un fil, le champ décroît en réalité comme l'inverse de la distance, alors que quand on est très très loin, le champ décroît comme l'inverse de la distance au carré. On va maintenant voir un cas de fil maintenant qui ne va plus être linéaire, rectiligne plus exactement, mais courbé. Donc on est ici, c'est la partie qui est en vert, et on va supposer qu'on a une densité linéique de charge qui est uniforme. On va repérer les points extrêmes par l'angle qu'on atteint, c'est alpha ici, et évidemment de l'autre côté c'est moins alpha. Ça va être intelligent, comme notre cercle, comme on se place sur un cercle de rayon R, d'utiliser plutôt les coordonnées donc, polaires pour repérer le point P. Alors le point P, on peut ici exprimer le vecteur OP, il va tout simplement s'écrire R, UR. Donc c'est le UR qui permet de repérer le point P. Écrivons maintenant, donc on suppose que le point qu'on va considérer maintenant, c'est le point O. On va regarder le champ en haut.
alors que le champ en bas a beaucoup moins d'intérêt. Et donc, ça, on va écrire notre expression habituelle, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de lambda dl, on n'a pas encore spécifié ce que c'était, sur le vecteur en réalité unitaire qui va de haut, enfin, qui va de P à O, et ça c'est moins UR, puisque la charge se situe en P, P il est là, et on veut regarder son influence au point O, sur la distance au carré, et cette distance au carré, ben, c'est tout simplement R2. Maintenant se pose la question de la variable avec laquelle on va repérer la position du point P, et ici, ben, c'est pas très dur, de la même manière qu'on utilisait alpha, on va utiliser l'angle θ pour repérer le point P. Et ça veut dire que ce qu'on doit prendre pour longueur infinitésimale, dl, alors c'est pas dθ, parce que θ c'est un angle, donc sinon on écrirait qu'une longueur est égale à un angle, et ça c'est pas possible. Et donc c'est, là aussi vous êtes habitués, c'est en réalité r dθ, alors je vais tout de suite mettre grand R, puisque on connaît le rayon du cercle, donc c'est r dθ. Et ce que ça veut dire, donc, c'est que le champ E au point O s'écrit comme 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de moins alpha à plus alpha, de lambda r dθ sur R2 moins UR. Alors attention parce que en réalité dans le UR sont cachés, il y a du θ de caché. C'est un UR de θ. Donc je ne peux pas juste le sortir et puis dire hop, je vais calculer mon champ. Par contre, ce que je peux tout de suite voir, c'est qu'il y a une simplification qui s'opère ici. Alors maintenant, quelques petites considérations de symétrie qui vont avec ça. Le plan, en réalité, si on met là aussi, alors je suis obligé pour toujours mieux spécifier ce que c'est le plan. Le plan, en réalité, donc x au z, est un plan pi. De la même manière en fait que le plan x au y. Les deux sont des plans pi. Et ça veut dire que comme ils contiennent tous les deux le point O, c'est normal, c'est même dans leur nom, bien on est sûr que le champ au point O, il est contenu dans ces deux plans, et l'intersection de ces deux plans, c'est l'axe X. Donc ça veut dire que le champ E au point O, c'est en réalité E, une constante, fois UX. Et donc ça, si on veut le calculer, ce E là, il est égal à E au scalaire UX. Et c'est ça qu'on va faire pour finir notre calcul. Alors, on fait donc E scalaire UX au point O. Ça fait... Alors, je sors tout ce qui est constant de l'intégrale lambda sur 4 pi epsilon 0 r. Il nous reste l'intégrale de moins alpha à plus alpha de moins UR. On a le droit de rentrer le produit scalaire parce que l'intégrale est linéaire. Donc, on a le droit de rentrer le produit scalaire et on a UR scalaire UX moins UR scalaire UX dθ. Mais UR scalaire UX, en fait, c'est cos θ. Hein, puisque UR, il est là, et UX, il est sur l'axe. Ils sont tous les deux unitaires, donc le produit scalaire, c'est simplement le produit des normes, 1 fois le cos de l'angle entre les deux, et le cos de l'angle entre les deux, c'est θ. Du coup, on sait, alors la primitive de cos θ, c'est sin θ. Donc ça fait moins lambda sur 4 pi epsilon 0 r. Et on a sin alpha moins sin moins alpha. Pardon, beaucoup de parenthèses. Puisqu'on prend la valeur de θ comme allant de moins alpha à plus alpha. Et comme le sinus est impair, sinus de moins alpha c'est moins sinus de alpha. Et donc ça nous fait lambda sur, je simplifie, normalement c'est 2 lambda, mais je les simplifie direct, ça va faire sur 2 pi epsilon 0 r.